Tester. Cabine française, un, 2, 3. Est-ce qu'on m'entend? Ici, la cabine française, un, 2, 3. Testing, 1, 2, 3, 4.
Good morning, ladies and gentlemen. We're just about to start. If I could ask anyone outside to please come in, and can we all take our seats? Thank you very much. Bonjour, mesdames et messieurs. Nous sommes sur le point de commencer. Je vous demande de bien vouloir prendre vos places. Si vous êtes à l'extérieur, entrez et prenez votre place, s'il vous plaît. تسد الصوت واحد C1 Good morning, ladies and gentlemen. Welcome. Can you give yourselves a round of applause for making it bright and early? Merci. Applaudissez-vous pour avoir pris votre place en temps utile. Je suis président de l'Institut de dialogue africain. Merci à la BAD de nous avoir organisé cette rencontre et l'opportunité pour l'investisseur privé. L'Afrique a quelque chose comme 45 médias. Le conflit est la cause principale de déplacement. Sometimes opportunities are packaged in challenging situations. And for Africa, what is clear is that there's not just significant risk in not Pour l'Afrique, addressing. ce qui est clair, c'est que non seulement il y a des risques importants à ne pas gérer les besoins, mais il y a aussi des opportunités importantes pour le secteur privé. Merci de nous avoir rejoints pour camper le décor. Avant d'entrer dans nos échanges, regardons cette petite When the vidéo. private sector comes into play, they are coming from a business standpoint. They see the refugees and the forcibly displaced people as a market. Currently, there are about 45 million forcibly displaced people in Africa, including 8.8 million refugees that have crossed the international border and over 34 million internally displaced persons. These crises are unfortunately too frequent now, and the humanitarian response can find its limit very quickly if it is not accompanied with development assistance.
Areas hosting refugees and IDPs provide tremendous and untapped business opportunity. Kakuma refugee camp, for instance, and the surrounding Kakuma town represents a market opportunity of over $56 million. This is the first mini-grid that Renuvia has built in a forced displacement area. Our customer base is primarily refugees. They're an extremely entrepreneurial group of people. Maize, cassava, beans, and other crops, they are grown here, but rice is more profitable among others. Now, it's very critical to see refugee and IDP hosting areas from a different perspective, because refugees, IDPs, host communities also are engaged in business activities. Je suis chirurgien des poissons. Ça, j'adore ça. Parce que les poissons m'ont fait sortir de la pauvreté, disons. For Equity Group, we chose to incorporate refugees into our banking activities, provide them savings, provide them payments, provide them loans, and enhance their capacity through financial training. Once you support the refugees themselves, there is what we call a multiplier effect in the economies where they live. The business case sort of builds itself. It is interesting to note that our branches in refugee locations are doing very, very well. We work with micro and small businesses for a period of 6 to 8 months. Of the last 11 years we've worked with refugees, we are seeing good repayment rates. And I'm emphasizing good, over 80% borrowers that we have in the refugee communities are able to pay back. On the continent, our greatest asset is not our natural resources. Even though we're the most endowed region in the world, our greatest resource is our human capital, it's our people. It's a missed opportunity if we do not leverage all our populations across the board. What a powerful way to end that video. Our greatest Oui, resource. que c'est puissant comme déclaration. Notre plus grande ressource, c'est notre capital humain. Et sur ce, je voudrais appeler ma co-hôtesse Hassatoun Seleh, qui est la vice-présidente des finances de la Banque africaine de développement. Bienvenue. Et Raf Mazouz, qui est le commissaire adjoint pour les opérations au HCR. Merci beaucoup. Merci d'être des nôtres pour parler de cette question fort cruciale. Aïssatou, je commence avec vous. L'approche de la Banque africaine de développement et l'expérience que vous avez dans ce travail en matière en contexte de déplacement forcé. Qu'est-ce que vous apprenez et qu'est-ce que vous pouvez partager avec les acteurs du secteur privé? Pourquoi devraient-ils venir? Pourquoi ils devraient venir? Vous l'avez vu dans la vidéo. Ce que nous, la Banque de développement, avons, c'est la facilité d'appui à la transition et à travers cette transition, cette facilité, nous approchons les causes profondes de la fragilité et nous prenons en compte non seulement les réfugiés eux-mêmes, mais également la communauté d'accueil. Et bien plus important, à travers nos opérations du secteur privé, nous avons pu atteindre les communautés déplacées internes à travers différents projets portant sur le capital humain, sur le financement. Et des personnes pourraient nous demander pourquoi une institution de financement du développement, pourquoi une banque multilatérale de développement s'intéresserait-elle à la fragilité, à la paix et à la sécurité? C'est important parce que, oui, le déplacement forcé est une question humanitaire, mais c'est également un défi de développement. Alors, il est important de pouvoir créer des synergies entre l'aide humanitaire, le développement, la paix et le
développement international. Je n'ai pas l'impression de parler dans mon micro, donc les interventions en crise humanitaire sont à court terme, mais les crises elles-mêmes ne sont pas à court terme. Alors, il faut combiner les financements à court terme avec le financement du développement à long terme parce il nous faut donner à nos pays le développement durable. Merci beaucoup à la Banque pour les approches innovantes. Est-ce qu'il y a des détails que vous voudriez donner, les partager avec nous? Oui, nous travaillons sur une initiative qui s'appelle l'initiative des obligations sécuritaires et le but en est de bâtir des capacités institutionnelles humaines et non militaires au sein des pays pour assurer la sécurité et atténuer la fragilité. Mais c'est également pour bâtir ou rebâtir les investissements dans les infrastructures pour les pays affectés par l'insécurité et les conflits, investir dans le capital social et le développement social dans ces contextes-là aussi, ainsi que de protéger des zones affectées par les conflits, protéger les actifs économiques stratégiques des pays. Et il y a une chose que nous devons reconnaître, c'est que la paix et la sécurité, le financement de la sécurité et de la paix est fragmenté et donc nous ne voulons pas créer un véhicule de plus qui ajouterait à la fragmentation. Alors, dans la conception de l'entité, nous avons parlé avec l'Union africaine et les communautés économiques africaines parce que nous avons voulu que ce soit une sorte de pont unifiant pour avoir plus d'impact comme un ensemble plutôt que comme fragment dans l'écosystème. Aujourd'hui, quand vous avez un dollar pour la paix et pour l'activité humanitaire, c'est $1 de parti. Mais ce que nous proposons dans notre cadre, c'est différent. Les contributions sont données par des pays africains parce que ça doit être conduit par l'Afrique. On ne peut pas poursuivre sans notre propre continuer contribution. de nous tourner vers les donateurs sans y mettre nos propres fonds. Donc, nous allons recevoir des contributions des donateurs et nous l'utilisons sur le marché des capitaux pour pouvoir multiplier ces fonds et les utiliser à cette fin. Nous avons besoin d'avoir un comité de gouvernance et cette gouvernance doit être celle de politique stratégique et nous devons avoir suffisamment de flexibilité dans notre approche pour pouvoir régler cette question. Donc, il y aura plusieurs expertises qui seront mises à contribution pour le déploiement des actifs et à tous les niveaux. Donc, c'est une action qui nous motive beaucoup. Alors, on a l'impression que cela va permettre d'obtenir de vrais changements. Et la Banque africaine de développement joue un rôle avec des acteurs importants comme et donc, ces actions sont soutenues par le gouvernement et c'est une collaboration qui est remarquable. At private sector investment in displaced persons on the continent in those settings, Raouf. Et donc, dans ce contexte, et bien sûr, nous traversons une période assez difficile en ce moment. Qu'est-ce que vous avez appris à travers ces transformations? Qu'est-ce que le secteur privé doit savoir par rapport à vos actions? Merci, Julian, et merci Aïssatou
et la Banque africaine de développement. Merci de nous avoir invités pour participer à cet événement. Et comme vous l'avez dit, et merci également pour la vidéo que vous avez montrée. Nous voyons qu'il y a une augmentation drastique du nombre de personnes qui se trouvent en situation de déplacement forcé et nous devons réagir à cette situation évidemment, ce n'est pas facile parce que nous sommes un peu partout et la réponse humanitaire peut durer 20 ans, 30 ans sans solution réelle. Et nous constatons que c'est un problème pour le continent. Donc, tout ce que nous avons entendu de la part de Aïssatou en ce qui concerne l'implication donc du secteur privé est une bonne chose. Et il y a beaucoup plus de compréhension aujourd'hui de ce facteur que ce n'est pas parce que vous êtes déplacé que vous n'êtes plus quelqu'un qui puisse contribuer à l'économie. Et dans le passé, il y avait donc cette idée que les déplacés étaient hors du circuit de la vie et jusqu'à ce qu'ils retournent à leur pays d'origine. Mais à partir du premier jour, si vous êtes déplacé, si vous avez le soutien approprié, avec les politiques appropriées, vous pouvez immédiatement vous remettre de votre situation. Et le rôle de la Banque africaine de développement est un rôle absolument crucial et cela permet, n'est-ce pas, de faire appel de façon systématique au secteur privé. Ce n'est pas facile et nous travaillons en étroite collaboration avec nos collègues de la SFI. Comment est-ce que vous pouvez vous engager dans ce domaine? Comment est-ce que vous pouvez faire des investissements pour que d'autres partenaires acceptent de venir participer à ce programme pour les déplacés? Et comment est-ce qu'on peut les aider à comprendre le contexte? Comment est-ce qu'on peut fournir des produits qui sont adaptés à ce type d'environnement? Il y a donc ces défis et à travers le partenariat que nous avons, enfin, nous voyons beaucoup plus d'entreprises qui acceptent de participer à cet effort. Nous étions tous les deux à Lagos et au nord du Nigeria, où il y a beaucoup de personnes qui sont déplacées en interne. Dans ce contexte, Safaricom, par exemple, est l'une des entreprises qui offre des alternatives. Nous verrons, par exemple, Renovia, qui va intervenir également, qui va parler de ce qui se fait en ce qui concerne cette situation. Et donc, il y a beaucoup d'autres entreprises qui commencent à participer à cet effort. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir Aïssatou et Raoult qui vont reprendre leur place? Et je vais maintenant inviter deux autres intervenants qui vont s'adresser à la même question. Alors, j'invite le représentant de Renuvia, Lukaya El Houda, Omar Silla, directeur régional pour l'Afrique de SFI, et Monsieur Bekele, qui travaille au secrétariat de l'Union africaine. Merci infiniment d'être là. Je vais commencer avec la perspective des affaires. Donc, Bekele, je me tourne vers vous. Vous étiez à Nairobi et vous avez partagé vos opinions avec nous. Alors, vous faites ceci depuis un certain temps dans ce contexte. Pourquoi est-ce que vous avez accepté de prendre le risque? Qu'est-ce que vous en tirez en travaillant dans ce domaine?
I'm going to do this. Does Je this vais look faire too funny? je vais le faire hein, de cette façon. Oui. Alors, comme elle a dit, je m'appelle Douglas et je travaille avec Nubia Energy au Kenya, en Éthiopie et au Nigeria. Et l'année prochaine, nous serons en RDC. Et ce que cela veut dire, c'est que nous nous rendons dans différents pays où les entreprises d'électricité permettent que nous puissions, par exemple, construire des usines. Et notre travail a commencé en 2019 à Kakoma et cela nous a permis de découvrir les opportunités parce que quand nous apportons la lumière à des communautés, ça peut être un système solaire, un tout petit système solaire, c'est un investissement un peu difficile. 300 000 personnes qui sont là depuis 1992. C'est une communauté dynamique. Il y a tellement d'activités qui s'y font et donc cela fait sens d'intervenir. Nous avons commencé avec 500 connexions en 2019 et ensuite, quelques années plus tard, nous en étions à 3 000 connexions et l'année prochaine, nous aurons 19 000 connexions dans le camp. Ce qui, pour être honnête, aide à peu près 100 000 personnes. Et donc, avoir de l'électricité dans le tiers d'un camp, cela ne suffit pas. Il faut pouvoir traiter tout le monde de la même manière. Nous sommes en train donc de lever 44 millions de dollars pour continuer à étendre ce programme et pour couvrir le programme au Kenya. Et pour être honnête, c'est un domaine assez dynamique. C'est une opportunité extraordinaire et je pense que de plus en plus l'on se rend compte que les camps de réfugiés abritent le plus grand nombre de personnes dans la région. On ne parle pas simplement de situation d'urgence, mais il s'agit plutôt d'une possibilité d'investissement fantastique. Je pense que c'est une bonne approche et c'est une bonne affaire également. Vous voyez, de telles initiatives ouvrent des portes à beaucoup d'autres opportunités parce que lorsque vous fournissez de l'électricité, alors la situation sur le terrain connaît une transformation multiforme. Et maintenant, Jonathan, je vais vous passer la parole. Au cours des 12 dernières années, vous êtes le pionnier des investissements en Somalie à travers le programme Shorako, je pense. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce programme? Et votre extension, qu'avez-vous appris? Qu'est-ce qui vous a donné le courage d'aller de l'avant pour vous étendre? Merci infiniment. Au cours des 12 dernières années, nous avons travaillé en Somalie. Quand nous avons commencé, la Somalie était considérée comme un pays qui avait besoin d'aide humanitaire uniquement. Et c'est ainsi que la communauté internationale présentait la situation. Et nous avons plutôt regardé à travers le monde, surtout dans les pays en développement, les pays à revenus intermédiaires. Nous avons constaté que les PME représentent près de 60% du PIB et près de 90% des emplois. Or, l'écart en termes d'emplois est d'environ 960 milliards de dollars. Et nous fixons des objectifs à l'horizon 2050. Et on se dit que la population du continent sera établie à 2,4 milliards de personnes. Et la différence entre le rêve et le cauchemar que cela pourrait représenter, c'est l'importance des PME. Et nous, au regard de cela, croyons que le développement du secteur privé et l'appui aux PME, c'est la récompense qu'on aura lorsque l'on améliore la situation d'un pays. Ce qui est important pour nous et que je voudrais souligner, c'est établir un corollaire entre la structure des financements que nous fournissons et le profil de risque.
nous fournissons des debt seniors avec un certain niveau d'endettement, ce qui nous permet de faire une sorte d'éclatement dans le service que nous fournissons, en prenant la taille que le secteur ou que le marché peut absorber. Nous prenons en compte les risques et les avantages du point de vue d'un entrepreneur et nous voulons que les entrepreneurs soient les moteurs du progrès de la prospérité dans le pays. Autre chose que nous avons constaté en Somalie, et je pense qu'il est également vrai dans d'autres contextes, c'est que on a des institutions qui se développent malgré une situation de pauvreté ambiante. Donc, nous avons pensé que il faut s'appuyer sur les réseaux sociaux et les êtres humains pour combler ces écarts. Donc, il a fallu faire ce qu'on appelle la diligence raisonnée pour savoir ce qu'il y a lieu de faire. Nous avons également constaté l'importance de l'assistance technique. Nous apportons un appui aux entreprises qui ont une position dominante sur le marché et qui sont dans leur secteur d'activité depuis très longtemps, des entreprises qui connaissent leurs clients et qui sont connues par leurs clients. Et étant donné qu'il y a un manque de système de financement formel, même de grandes entreprises restent dans l'informel lorsqu'on parle de plan d'entreprise, de projection financière, etc. Donc, ce que j'appelle le côté présentation PowerPoint d'une entreprise. Donc, il faut aider à formaliser ces aspects dans ces entreprises, ce qui nous amène à comprendre davantage des entreprises pour pouvoir leur permettre de compétir à armes égales. Donc, dans des situations où des personnes sont déplacées par la force, il faut mettre en place une coordination entre les institutions financières et les acteurs humanitaires et sociaux. Il y a de grandes opportunités pour les PME et cela pourrait résulter des activités humanitaires. Il ne s'agit pas simplement de comprendre quel partenariat public-privé on peut mettre en place. Il faut identifier les barrières à la croissance. Donc, il faut un dialogue entre les institutions financières et les acteurs axés sur le développement. La dernière chose que je dirais, et ce qui me donne vraiment de l'espoir, c'est le fait que nos plans futurs iront de la Somalie pour la Corne de l'Afrique. C'est en fait la résilience et le courage des entrepreneurs de ce pays et de cette région. Ce sont des personnes qui, pendant des années ou des décennies, valsent entre choc et crise, qui battent leur plein dans la Corne de l'Afrique et d'autres régions. Donc, je ne peux pas mener des entreprises en Somalie, mais je me félicite de ce que nos entrepreneurs produisent de bons résultats et nous nous appuyons sur eux. Merci, c'est bien ce que nous soulignons après. La résilience de ces personnes, la force, la témérité, tout cela constitue un socle granitique pour ceux qui voudraient investir où que ce soit. Parce que là, il s'agit vraiment de quelque chose à souligner. À vous, Bayam, vous apportez des conseils, vous assistez des investisseurs, des chefs d'entreprise à voir comment mobiliser des capitaux. Essayez de nous présenter ce que vous avez appris et les modèles d'affaires qui fonctionnent en particulier au niveau des capitaux composés, je dirais. Bonjour à tous. Merci de m'avoir convié à ces échanges. Premièrement, je voudrais saluer l'enthousiasme que nous manifestons par rapport à l'implication du secteur privé dans ce domaine. Et c'est tout à fait différent des systèmes traditionnels qui étaient axés sur la philanthropie ou sur la participation aux agences humanitaires, aux chaînes d'approvisionnement, etc. Ce qui est assez enthousiasmant également, tout ce que nous avons vu à travers la vidéo, c'est le fait que c'est un domaine où il est difficile d'obtenir des données. Donc, certains points où on peut avoir des données, c'est dans des endroits comme des points de refuge, comme des centres de réfugiés, parce que ces lieux attirent l'attention des investisseurs, ce qui attire l'attention dans ce domaine. Donc, je pense que la dynamique que nous voyons est à saluer.
En ce qui concerne ce que nous voyons, premièrement, il faut reconnaître le fait que ces contextes sont difficiles et les contextes également sont différents en fonction des pays, comme par exemple le nord du Kenya. Les réfugiés n'ont pas le droit d'avoir accès à un emploi ou bien d'acquérir des biens. En Ouganda, c'est tout à fait différent. Donc, nous voyons que les modèles d'affaires développés par les entreprises diffèrent en fonction des contextes que je viens de décrire. Mais ce qu'il est important de souligner, c'est que, sauf à moins que votre entreprise n'ait la capacité de discuter différemment, soit avec les déplacés internes ou les réfugiés, versus d'autres types d'entreprises, alors les entreprises ne sont pas capables de dire quel est le nombre de leurs clients qui proviennent, par exemple, des camps de réfugiés ou bien sont des déplacés internes. Donc, les entreprises ne pourraient pas vous le dire. Peut-être que c'est une bonne chose. Il y a un éventail d'entreprises qui ciblent des communautés où il y a un taux élevé de réfugiés et de déplacés internes. Et ces entreprises veulent fournir des services à ces groupes de personnes. Une autre dimension, c'est que plusieurs investisseurs voudraient investir dans des entreprises détenues par des personnes déplacées internes. Et la plupart des entreprises que nous voyons ont tendance à ne pas être dirigées par des réfugiés ou par des déplacés internes, mais fournissent plutôt des services et des opportunités de création d'emplois à ces groupes de personnes. La dernière chose que nous voyons, c'est la nécessité du partenariat que vous avez souligné avant. Ces entreprises mettent un accent particulier sur l'établissement des partenariats avec des partenaires, avec les communautés, parce que cela est essentiel pour fournir les biens et services dont on a besoin. À présent, par rapport à la mobilisation de capital dans ce secteur, au sein de notre entreprise ou de notre institution, nous avons de l'appétit pour des grands contrats. Mais ces possibilités n'existent pas toujours parce qu'il y a un éventail d'accords que l'on pourrait avoir. Il y a des enveloppes de différentes tailles. Et sur cette base, il est nécessaire d'avoir une approche basée sur le portefeuille, où vous négociez différents accords dans un panier qui pourrait être présenté aux investisseurs pour mobiliser les fonds. Nous avons des initiatives comme par exemple KKCF. Nous avons l'initiative commerciale États-Unis-Afrique. Et dans ce cadre, nous avons identifié des entreprises qui ont une capacité de financement d'au moins 420 millions de dollars. Et cela est assez intéressant. Et c'est intéressant parce que très souvent, ces investisseurs ne se limitent pas à un secteur, puisque le moteur, c'est la création d'emplois. Donc, quand on mobilise des capitaux, c'est ce que l'on garde dans l'esprit. Dans le même esprit de mobilisation des ressources et d'adoption de l'approche à portefeuille, vous savez que les prêteurs ont plusieurs outils, mais la facilitation des investissements joue un rôle particulier parce que non seulement cela permet de mobiliser les opportunités, mais cela permet également d'avoir une plus grande visibilité et de partager le coût de la négociation des accords. Et à travers cela, vous pouvez avoir des accords qui sont beaucoup plus structurés et les investisseurs peuvent être intéressés. Deux autres points que nous avons, deux autres leçons apprises. Nous avons la mobilisation des capitaux et premièrement, il est nécessaire de communiquer et de coordonner les investisseurs afin que les outils soient complémentaires. Par exemple, il est nécessaire pour les bailleurs de convenir d'un niveau minimum de concessionnalité afin qu'on ne crée pas des déséquilibres dans les options de financement. La dernière partie, c'est la nécessité des transactions
clair, cela joue un rôle essentiel. Et il ne s'agit pas forcément de grosses transactions. La valeur provient de la démonstration de la capacité à contenir les risques et avoir également l'effet boule de neige qui attire plus d'investisseurs et d'entrepreneurs dans ce secteur. Merci infiniment. Je salue cette approche pratique. Je pense que l'atténuation des risques à travers les mesures que vous présentez est essentielle. Je vais vous donner la parole maintenant parce que vous êtes la dernière à intervenir. Vous avez quelque chose à nous dire. Cheikh Oumar, je vous donne la parole. Donc, on examine ce concept depuis un certain nombre de temps. Il y avait en fait l'idée de la participation du secteur privé. C'est quelque chose en fait d'inouï au Kenya à l'époque. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce parcours, des enseignements tirés et quel message adresser au secteur privé à ce sujet? Merci et bonjour à tous. Permettez-moi d'entrée de jeu de remercier la Banque africaine de développement. Je vais d'ailleurs m'inspirer de votre exemple en remerciant donc la Banque africaine de développement pour avoir organisé cette table ronde. J'aurais également salué l'HCR parce que si on se réunit aujourd'hui, c'est grâce à eux. Car ceux qui ont mis en place un écosystème et créé une certaine stabilité, procurant une certaine dignité à des personnes en proie à des souffrances. Raufa, je tiens à vous remercier personnellement et votre organisation pour ce travail excellent et digne de louange. Il y en a peut-être que cela surprend, mais j'ai discuté avec un certain nombre de personnes. Assez souvent, on cherche vraiment des actions importantes. Mais pour vous, je vous salue pour votre engagement, pour voir dans quelle mesure le secteur privé pourrait apporter sa pierre à l'édifice pour en fait résoudre les défis auxquels les réfugiés de personnes déplacées font face. Cela, en fait, cadre bien avec notre propre agenda. Beaucoup a été dit. Est-ce une mission aisée? Loin de là. Pourquoi? Je crois que Kakuma représente un projet phare et peut-être une exception. Lorsque vous avez affaire à des personnes qui ont été déplacées depuis une vingtaine, une trentaine d'années, ce n'est pas une bonne chose. C'est un problème auquel il faut apporter des solutions. Il faut créer un écosystème. Vous avez des personnes qui ont le potentiel, bien entendu, de devenir employeurs, employés, qui ont des compétences. Et Kakuma préfère école à la matière. Et pourquoi est-ce que cela n'est pas facile? Eh bien, il faut s'attaquer en premier à l'écosystème. Ça ne concerne pas tous les pays. Il faut donc... et c'est là justement que le plaidoyer a tout son rôle à jouer. Suite à ces efforts, on est amené donc à regarder les réalités en face. Et pour nous, le seul moyen de s'y prendre, c'est de prendre en compte l'écosystème au niveau local, au niveau des bases. On est amené donc à mobiliser les administrations locales, les communautés locales, parce que les populations locales diront que, bon, nous aussi, on souffre. Il faut donc falloir
opérer un changement de paradigme par rapport à la manière dont on travaille et à la manière dont on conçoit les choses. Il y a des entreprises qui ne sont même pas au courant qu'elles ont le droit d'engager des personnes relevant de ces communautés. Nous, on s'est dit, on s'est doté bien entendu d'un plan stratégique quinquennal pour 5 ans, non seulement pour l'Afrique, mais également pour l'Europe de l'Est et l'Amérique latine, dans le but de voir dans quelle mesure le secteur privé ferait être mobilisé. Mais il faudra également mener des actions du côté de la législation et faire également un effort dans le domaine de plaidoyer. Et tous ces éléments figurent en fait dans notre proposition d'investissement. S'y ajoute une autre couche de savoir s'il y aurait moyen justement d'intégrer les réfugiés dans les projets. Nous avons un certain nombre d'exemples qui nous proviennent du secteur financier où on a en fait une enveloppe particulière où en fait il y a une partie devant être octroyée à de PME qui en fait collaborent avec les populations déplacées ou réfugiées. Assez souvent, on octroie bien entendu des dons axés sur des critères de performance. Et c'est donc le niveau du prêt ou du don est en fonction de la prestation de la PME concernée par rapport à ces critères. Il ne s'agit pas tout simplement de cocher des cases, mais cela fait partie intégrante de notre stratégie. À l'heure actuelle, on est impliqué dans plus de 16 projets différents. Justement, cela témoigne de notre engagement à contribuer. Merci justement pour nous avoir présenté l'approche que vous avez adoptée, une approche de partenariat avec IATA. Vous nous avez parlé également de mesures d'incitation à l'endroit des acteurs pour pouvoir les ramener à bord. Vous avez en fait parlé du risque et de l'atténuation du risque. La semaine dernière à Lagos, il y avait un opérateur économique du secteur privé provenant d'une organisation TTE qui disait que le risque qui guette l'Afrique, c'est de ne rien faire par rapport à ceci. Tel est le véritable risque. En fait, évaluer l'horreur du secteur privé, du point de vue de l'Union africaine. Quelles actions devait mener le secteur privé pour le maintien de la paix sur le continent? Merci beaucoup, Madame l'animatrice. Je voudrais à mon tour remercier la Banque africaine de développement pour avoir créé cette opportunité qui nous permet de nous exprimer dans le cadre de cette plateforme. On ne saurait rien faire sans la participation du secteur privé. Avant d'aborder vos préoccupations, je voudrais vous donner quelques informations en ce qui concerne le fonds au niveau de l'Union africaine. Le fonds de la Commission de l'Union africaine a été créé en 1993 dans le cadre de la réforme en cours au niveau de l'Union africaine. En 2016, les chefs d'État et de gouvernement ont décidé de débloquer des financements pour des initiatives de paix engagées sur le continent, et ces financements devront être viables et prévisibles. C'est ainsi qu'ils ont décidé d'avoir une enveloppe initiale de 400 millions devant être contribuée par les États membres eux-mêmes. À partir de 1993 jusqu'à 2018,
même si ce fonds existait d'ores et déjà, il n'était que possible en fait de mobiliser que 25 millions par an. Mais à la suite de décisions de chefs d'État, eh bien, nous avons en fait en sorte de 380 millions à date de 31 octobre 2021. Nous avons pu dégaisser à peu près 90 millions sur une période de 3 ans. Cela veut dire que l'ensemble des ressources mobilisées à ce titre représenterait 490 millions. Cela témoigne clairement de l'engagement des chefs d'État et de gouvernement à l'égard d'une paix durable sur le continent. Et l'objet de ce fonds, en fait, porte essentiellement sur la prévention des conflits. Cela étant, il reste beaucoup de choses qu'on préfère pour prévenir la survenue des conflits, pour que les conflits ne se surprennent pas. C'est d'ailleurs, ces dernières ne devraient nous surprendre car il y a un certain nombre d'éléments précurseurs. C'est pour cela que les chefs d'État ont décidé de faire quelque chose par le biais des décaissements pour financer la diplomatie préventive. Ensuite, pour le renforcement des capacités des communautés économiques et régionales, d'autres mécanismes régionaux. Ensuite, ça devrait financer le déploiement initial des responsables de la paix sur le continent. Donc, avec ce dispositif, nous avons pu mobiliser plus de 90 millions à partir de 2018 jusqu'à présent. En 2024, le Conseil exécutif des États membres de l'Union africaine a décidé de se mettre en rapport avec le secteur privé, car la question de la paix et de la sécurité ne relève pas de la responsabilité des autorités publiques. C'est ainsi que nous sommes mis en rapport avec le secteur privé sur notre continent. Et en juillet 2024, il y avait une première plateforme. Et lors de cette plateforme, le secteur privé et les institutions multilatérales de ce continent, en fait, se sont engagés à apporter 260 millions au fonds de l'Union sur une période de 5 ans. Cela montre clairement que le secteur apprécie en fait l'utilité et les avantages pouvant découler de leur participation dans ces efforts de paix et de sécurité. On a vu, en fait, l'implication de ces critères dans les efforts de consolidation de la paix. Vous savez qu'il y a, en fait, un lien, une articulation entre la paix et le développement. À l'absence de la paix, on ne peut pas songer à un développement durable. Dans le programme 2063 du continent africain, en fait, on s'est fixé la volonté d'avoir une Afrique intégrée qui devrait, bien entendu, accompagner un développement durable. On ne peut pas songer à la paix sans un développement durable. La raison pour laquelle on mobilise le secteur privé pour que ce dernier puisse travailler de nos côtés, ayant en fait constaté les avantages pouvant lui revenir. Nous avons des investisseurs privés dans cette salle qui tirent déjà parti de la paix et la sécurité créée grâce aux efforts consentis à cet effet. Et sur ce, on appelle, donc, on exhorte le secteur privé à venir se joindre à nous. Nous avons pu obtenir un engagement de 60 millions. Nous estimons que c'est le début. Il existe, bien entendu, d'autres opportunités. Et je crois que tout cela nous permettra, bien entendu, de venir à bout de nos problèmes en ce qui concerne la consolidation et le maintien de la paix sur le continent. Merci.
Merci pour cet exposé ô combien lucide. Cela ne relève pas en fait le rôle des États membres et de l'Union. Nous sommes tous appelés en fait à appeler notre pierre à l'édifice lorsqu'il s'agit de la paix et de la sécurité sur ce continent. Les chiffres d'ailleurs témoignent de certaines urgences en la matière. Je vais prendre trois questions à raison de la contrainte de temps. Merci. Présentez-vous s'il vous plaît. Je suis Zach Abdi, je suis du Canada. Je suis ravi de pouvoir faire partie de cet échange pour voir justement comment on pourrait ensemble dégager des solutions durables. Et je me félicite d'avoir entendu parler le capital social et les solutions durables et connexes. Il y a un monsieur qui nous a rappelé que les camps de réfugiés existent depuis 1962. En fait, aujourd'hui, on en est à deux générations de personnes toujours pensées dans des camps de réfugiés. Comment, en fait, répondre aux problématiques de sécurité alimentaire, de chaîne d'approvisionnement alimentaire? Comment est-ce qu'on peut développer l'agriculture communautaire et pour réduire le gaspillage des produits alimentaires? En même temps, on peut trouver des solutions aux problèmes climatiques. Merci pour cette question. Je reviendrai vers vous dans quelques instants. Effectivement, cela fait 3 générations et c'est choquant. Bon, pour dire le moins. Je m'appelle Alan. Merci pour ces exposés. Je suis impliqué donc dans des programmes d'électrification des zones rurales. Et je voudrais en fait savoir justement comment on peut faire bénéficier les communautés des réfugiés des financements pour la mise en place des infrastructures. Mais tout tourne autour du risque d'investissement, c'est-à-dire la probabilité éventuelle d'avoir un retour sur l'investissement. Il faut qu'il y ait une certaine garantie selon lesquelles des personnes, des populations vont se stabiliser pendant une vingtaine d'années. Je crois que les investisseurs, si les investisseurs constatent qu'il y a suffisamment d'instruments permettant d'atténuer le risque, au Kenya, en Ouganda et ailleurs, les camps durs et les risques sont beaucoup plus importants. Je crois qu'il y a la possibilité, bien entendu, de s'implanter dans ces zones qui sont difficiles. Il y a beaucoup de réfugiés en Ouganda, mais qui ne sont pas dans des camps, à titre de correction. Il n'y a pas de question de la part des dames? Oui, allez-y. Je m'appelle Nina, vice-président pour les opérations régionales. Je crois que le problème n'est pas de savoir si nous allons fermer les camps ou pas, mais si nous pouvons faire de sorte que les camps fassent partie de la société. Le fait d'être réfugié ne signifie pas qu'on n'a pas des compétences, qu'on peut contribuer au développement économique. Donc même les personnes qui sont dans les camps peuvent transformer ces camps en camps de réfugiés en ville, en écosystème économique de là où ils se trouvent. Ce n'est pas que les réfugiés n'ont pas les moyens ou ne veulent pas, mais c'est la politique de gouvernement qui parfois constitue des contraintes.
quant à ce que peuvent ou ne peuvent pas faire les réfugiés. Il s'agit de voir comment nous pouvons travailler avec les gouvernements. And the capacity of the refugees to thrive. There are Pour some permettre aux countries réfugiés de survivre. and there are those that have all they have done is just keep them within the boundaries of the camp. Ce qui, je me souviens avoir lu dans un journal que les réfugiés n'arrivent pas à avoir des téléphones mobiles, ne peuvent pas avoir des comptes en banque. Il y a certains qui ont une formation universitaire, mais ne peuvent pas fonctionner normalement. Donc, il faut savoir faciliter les personnes déplacées. Merci. Merci beaucoup d'avoir soulevé ce point. Nous devons insister sur le fait que c'est un réfugié qui ont des bourses to the point that they end up getting pregnant and never even go because they're waiting a year, 2 years. Il y a des gens qui sont là, mais n'arrivent pas à s'en sortir. Il y a les gouvernements africains qui se montrent très responsables et on voit la disponibilité de changer la politique. Et le moment est venu pour nous tous. Je vais venir vers vous, Cheikh Omar. Vous parlez de l'agriculture, l'opportunité pour les gens. Allez-y. J'ai 2 exemples concrets. Premier exemple, Sud-Soudan, où nous ne savions pas comment régler le problème. Je me suis rendu à Wayne, au Soudan du Sud. Le ministre disait que c'est le seul endroit où la pêche meurt de vieillesse. Ce que nous avons décidé de faire, nous avons porté l'attention sur le secteur alimentaire et l'agriculture. Et nous devons obtenir les résultats à la fin de ce mois-ci. Autre exemple que je voudrais évoquer, c'est en Éthiopie, où on a appuyé les communautés d'agriculteurs. Maintenant, nous développons un modèle avec un système d'agrégation avec la SFI qui vient apporter sa contribution. Je suis parfaitement d'accord avec vous sur l'importance de penser à leur fournir, leur connecter au réseau électrique. Cela marche, ça semble fonctionner. Et un autre, nous essayons de force que les acteurs locaux, comme le fait la Banque Équité, que les banques Équité apportent l'appui à ces personnes. Il y a ce qu'on appelle la plateforme de garantie de méga. Il y a donc des exemples concrets que l'on pourrait citer. Merci. C'était des questions, d'excellentes questions. La question de produire, d'accroître l'alimentation est une bonne question qui m'a rappelé qu'il y a 2 ans, j'étais avec le chef d'Agribank à Bamako, au Mali, et je lui ai demandé combien de produits localement je trouverais sur le marché ici. Le Mali avait une industrie de patates, mais ils avaient dû privatiser comme partie des conditionnalités du FMI. Mais on peut augmenter la production de 3%, m'a-t-on dit. Et on pourrait le faire de la même manière
nous commençons à voir la politique industrielle évoluer, mais cela peut... Mais la question de l'apport d'électricité, mais un peu partout, on subventionne l'industrie. D'après le dernier commentaire qu'on a entendu, ces solutions systémiques doivent impliquer la participation du secteur privé et du secteur public. Nous allons clore. Vous avez 30 secondes pour clore. Et permettez-moi de dire et de demander à tous les acteurs ici présents de revoir cette question de risque. L'idée pour les opérateurs africains qui trouvent très difficile d'investir dans cet environnement, c'est choquant parce que le risque pour nous sur le continent, ce n'est pas l'investissement. Donc, comment créer des couches de compréhension de ce qu'est le risque ici pour encourager et créer des mesures incitatives aux opérateurs économiques? Parce que c'est une chose très importante. Je vais commencer ici et aller vers la fin. 30 secondes, pas plus. Pourquoi les opérateurs du privé doivent prêter attention à ceci? Je suis du secteur privé. L'investissement chez nous est un investissement pour nos clients. Nous allons un peu partout pour faire marcher ces infrastructures. Nous accueillons les examens de ce que nous faisons, les critiques, voir ce qui marche et ce qui ne marche pas, ce qu'il faut multiplier pour répondre aux écosystèmes de ces camps de réfugiés. Ce que je veux dire, c'est que les petits investissements aujourd'hui peuvent permettre de plus grands investissements demain. Et l'une des choses que nous avons vues dans l'engagement du secteur privé dans les camps de réfugiés, ce n'est pas de penser au niveau macro, mais de rappeler ce que les conflits ont des sources et la relation du secteur privé, la promotion du commerce sont des éléments qui permettent de se saisir des capacités qui existent sur ce continent. Rukaya. Je crois que l'essentiel de risque dont nous parlons est un risque perçu. Et répondre à ces risques perçus nécessite de profiter des expériences. Il faut parler de l'expérience de la génération de l'énergie en Afrique. On a vu que le secteur privé est disposé à profiter de l'électricité créée. Là, il faut percevoir les risques, c'est très important. Et dans les instruments, c'est de garantir que vous pouvez répandre vos contributions pour couvrir une population plus importante. Pour permettre au secteur privé de prospérer, il faut qu'il y ait des possibilités. Nous devons investir pour la paix. Nous devons pouvoir répondre à la situation de conflit, le manque d'emploi, l'inégalité, etc. Permettant ainsi de répondre aux défis de fragilité auxquels nous sommes très souvent confrontés. Merci beaucoup. Merci. Pour répondre au premier point concernant le risque. I thought it was the translation, so I was a little surprised. No, to address your question about the risk. I think please question de risque. Record it, and I'm sure these clips will be used. So yeah, no. To please go ahead. Address your question about the risk. Pour répondre à la question concernant le risque, je vois
En bon exemple, il y a 2 ans, nous avons investi 11 millions de dollars l'an dernier. Nous ne pouvons pas le faire si on n'arrive pas à répondre, à changer, à évoluer notre approche. Pour ce qui est de l'appétit de risque, nous évoluons vers l'engagement du capital pour développer le capital privé. Mon entendement, c'est que de faire ce qu'on a fait en partenariat avec la BAD, dans le secteur de l'énergie, dans le secteur agricole, avec le HCR, nous devons aussi augmenter nos initiatives dans ce domaine. Seuls, nous ne pouvons pas aller très loin. Il s'agit de voir comment nous pourrions être ensemble. Je peux vous dire clairement, nous avons un appétit pour prendre davantage de risques. Applaudissons les panélistes. Prenez vos places. Merci beaucoup. Permettez-moi de reconnaître les autres acteurs qui étaient avec nous. Il y a Mastercard Foundation qui nous a permis d'organiser ce dialogue. Il y a beaucoup d'autres qui se tiennent debout à nos côtés. Nous devons faire de notre mieux pour assurer la relève. Maintenant, les prochaines étapes. Thank you very much. Merci beaucoup. Thank you. Can you hear me? Yeah. J'espère que vous m'entendez. C'était une session très riche. The International Financial Architecture for Sustainable Peace Le and Fonds Security. international pour la paix durable doit être réformé afin d'avoir l'impact qu'il faut. Il y avait un appel du secrétaire général des Nations Unies concernant le saut qualitatif qu'il faut faire pour arriver là où il faut. S'il n'y a pas de paix, il n'y aura pas de développement durable. Et sans participation du secteur privé, nous n'irons pas plus loin, nous n'aurons pas l'échelle dont on a besoin pour un développement durable. Nous devons être plus courageux. Nous ne pouvons pas être fiers. Nous ne pouvons pas aller plus loin. Si nous estimons nous voulons avoir un impact durable, nous devons travailler ensemble. Ce n'est pas la concurrence. Nous voulons changer la vie des gens. Nous lançons une initiative. Ce n'est pas la BAD, c'est la BAD avec l'Union africaine, avec les autres, avec les pays, avec le secteur privé, pour apporter un changement. Children's, grandchildren and what have you, are going to be holding the same conversations. That a round of applause, please. Applaudissons. Ils vont nous regarder et nous demander, quand vous aviez la possibilité d'apporter un changement, qu'avez-vous fait? Rolf, vos dernières réflexions. Merci, Julian. Merci à tout le monde qui a pris la parole aujourd'hui. Nous sommes sur le point d'un moment de transformation. Nous avons entendu les panélistes, nous avons entendu la BAD, la SFI. Tout le monde comprend que nous devons avoir une nouvelle approche au problème de déplacement. Et c'est significatif de voir le secteur privé disposé à jouer son rôle, comme a dit Julie.
Il faut savoir que la conversation d'aujourd'hui devrait être continuée, poursuivre et penser aux autres éléments tels que l'environnement. Pour ce qui est de l'aspect opération commerciale, il faut comprendre que les réfugiés doivent faire partie de l'économie nationale. La question est de savoir comment assurer leur participation, comment assurer la continuité. On a aussi parlé du rôle du gouvernement. Le rôle du gouvernement, c'est de créer un environnement propice permettant aux réfugiés de faire partie de l'économie. Et comme vous l'avez dit, on voit davantage de gouvernements disposés à créer un environnement permettant aux personnes déplacées de faire partie de l'économie nationale. C'est une situation de gagnant-gagnant pour les communautés hautes, pour les réfugiés. Il s'agit de voir comment nous pouvons assurer et donc ce genre de... Voilà donc ce que j'avais à dire pour conclure. La question d'asile, la question d'aider les personnes déplacées, les personnes en danger. Est-ce que je dois aider cette personne sur le continent africain? Nous avons des communautés qui sont disposées à accueillir ces personnes déplacées et continuer à le faire. Ce qu'il faut faire désormais, c'est d'aider ces communautés aux frontières, etc. On peut les aider à prospérer et à faire partie des économies de la nation. Merci beaucoup à vous tous. Merci pour votre appui. Merci à la BAD. J'espère que nous aurons d'autres occasions comme celle-ci. Merci. Merci beaucoup, Raouf, et tous les partenaires qui ont travaillé avec nous. We're hearing from them, we don't want handouts. We are capable. We want to contribute. They want dignity. And we must give them that. So even centering their voices and their views is critical. Let me say that I carry with me the responsibility, having had a media background, to bring the media in a way that changes the perceptions that we've been talking about. And so we will do that. I'll close with an African proverb because I love them. And there's one that tells us teeth chew together. So if you're one tooth, not really going to do much, right? 2, 3, okay, you might chew a bit. But this is a tough one. And we've all got to be in that room chewing to make it work. And we will, and we must make it work. Today, Africans, some of them are dying literally to leave the continent. So many on the continent displaced. It's time we gave all Africans a space of dignity on this continent so they don't have to leave. And where they are, they find their own purpose and they contribute. Thank you so much for being with us. We will succeed. Thank you. Have a great day. Thank you very much.